Si vous aussi, vous avez l'impression que vous n'êtes plus la même personne qu'avant, si vous avez l'impression que votre réalité est complètement différente, que tout est étrange autour de vous, que toutes vos émotions sont engourdies, c'est probablement que vous souffrez de dépersonnalisation et de déréalisation. C'est certainement la vidéo la plus importante que vous allez voir à ce sujet parce que j'ai vécu ce trouble pendant 3 ans. Et quand j'étais à votre place, je cherchais désespérément une vidéo qui pouvait m'aider ou n'importe quelle ressource au final qui pouvait simplement m'aider à m'en sortir et retourner à ma vie d'avant. Du coup, pendant 3 ans, j'ai cherché toutes les études à ce sujet. J'ai parcouru plein de ressources différentes pour essayer de comprendre déjà dans un premier temps et aussi donc, de voir comment il était possible de s'en sortir pour retrouver simplement la vie d'avant. Aujourd'hui, je vais vous donner donc, tout ce que je sais à propos de la déréalisation et de la dépersonnalisation, toutes les études, savoir comment ça se déclenche, comment ça fonctionne à l'intérieur du cerveau et surtout comment on peut s'en sortir. La déréalisation, je vois ça un peu comme un Rubik's Cube. Donc il y a des milliards et des milliards de combinaisons possibles, ça vient mettre un bazar dans notre cerveau, tout le monde vit la déréalisation d'une manière totalement différente, mais il y a une voie qui permet de s'en sortir et qui permet de résoudre le Rubik's Cube. Donc aujourd'hui, je viens vous montrer cette voie qui s'applique à tout le monde, que vous pouvez utiliser et qui va vous servir pour vous en sortir et retrouver la vie d'avant. Donc aujourd'hui, on va voir tout ce qu'il y a à savoir sur la déréalisation et la dépersonnalisation. À commencer par pourquoi ça se déclenche, comment ça se déclenche, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus sujettes à avoir de la déréalisation et de la dépersonnalisation? Est-ce qu'il y a des prédispositions neurologiques? Est-ce qu'il y a un certain type de personnalité? Et enfin, ce qui vous intéresse, donc toutes les techniques pour s'en sortir, tout ce que vous pouvez mettre en place à partir d'aujourd'hui pour vous en sortir et pour quitter définitivement la déréalisation et la dépersonnalisation. Donc ne vous inquiétez pas, je sais que les épisodes de déréalisation et de dépersonnalisation peuvent être super déroutants. On a l'impression qu'on est seul au monde, que personne ne peut nous comprendre et je comprends, c'est super dur à expliquer, c'est des symptômes qu'on n'a jamais vécu avant, c'est quelque chose qui est à peine compréhensible pour nous-mêmes. Du coup, c'est très très compliqué de les exprimer et surtout, on a l'impression que on est totalement à côté de nos émotions et on est totalement déconnecté du monde autour de nous. Donc rassurez-vous, il y a un énorme pourcentage de gens dans le monde qui va vivre la même chose. Il y a une grande partie de la population qui va connaître un épisode de dissociation dans sa vie. Ça peut être de quelques heures, quelques jours, quelques semaines, voire même des années pour certains, comme moi je l'ai vécu. Donc le gros point positif que j'aimerais souligner avant de commencer, c'est que tout le monde vit exactement la même chose. Comme je l'ai dit, je sais qu'on peut se sentir tout seul, on a l'impression que personne d'autre dans le monde ne vit la même chose. Et au final, quand on est atteint de ce trouble et qu'on en parle autour de soi, qu'on regarde sur des forums, etc., en fait, tout le monde a la même expérience de déconnexion autour du monde, déconnexion avec la réalité. Et ça rassure d'un côté, ça soulage de voir qu'il y a d'autres personnes qui vivent exactement la même chose. Et en plus de ça, ça permet de cibler le trouble et donc d'avoir les bonnes clés par la suite pour le réparer. Aussi, il faut prendre en note qu'il y a énormément de personnages qui ont été atteints de déréalisation et de dépersonnalisation. Ici, on a par exemple J.K. Rowling, donc la fameuse autrice de la saga Harry Potter, qui a évoqué plusieurs fois ces troubles de déréalisation et de dépersonnalisation. On a aussi Virginia Woolf, qui est aussi une autrice, qui a été atteinte de déréalisation. Et René Descartes, donc un philosophe, qui a laissé sous-entendre dans certains de ses textes qu'il était atteint de ce trouble. Et Edvard Munch, donc le fameux peintre du cri, que vous connaissez sans doute, qui lui aussi a laissé sous-entendre dans certaines de ses œuvres qu'il était atteint de déréalisation et de dépersonnalisation. Ce qu'il faut voir ici, c'est qu'il y a des grands personnages qui ont vécu ces troubles, ça ne leur a pas empêché de faire des choses extraordinaires dans leur vie. Et en l'ayant vécu, je sais qu'on peut se sentir totalement dépassé et qu'on a l'impression qu'on a perdu toute notre ambition, tous nos rêves sont écroulés et c'est pas du tout le cas. C'est juste un passage dans la vie, on s'en sort et au bout d'un moment, on revient la personne qu'on était avant et on peut tout à fait faire des choses incroyables dans notre vie. Et je voulais juste vous montrer ça, simplement pour vous montrer que vous pouvez garder espoir et que oui, un jour, vous allez pouvoir vous en sortir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais simplement vous raconter mon histoire et vous détailler comment ça s'est passé du déclenchement jusqu'à la fin.
jusqu'au moment où je m'en suis sorti. Donc ça a duré 3 ans. Donc 3 longues années de déréalisation et de dépersonnalisation. Donc pour moi, ça commence en 2019. Donc j'étais un étudiant normal, je travaillais beaucoup pour les cours, je travaillais aussi beaucoup à côté, j'avais un job qui me permettait de gagner un peu d'argent. Et en novembre 2019, j'avais une soirée avec des amis, rien d'exceptionnel, on a juste bu quelques verres. Je pense que je suis rentré vers minuit. Et au moment où je suis rentré, je me suis brossé les dents, j'ai fait tout normalement. Et je me suis installé dans mon lit pour dormir. Et en quelques secondes, il y a une crise d'angoisse qui se déclenche. C'était la première fois que ça m'arrivait et je pensais que j'allais mourir. J'étais persuadé que c'était la fin, que ça allait se terminer. Je savais pas quoi faire, j'étais en train de trembler, j'avais même pas la capacité cognitive de me lever et d'aller prendre mon téléphone pour appeler quelqu'un, mais j'étais juste tétanisé dans mon lit et je pouvais rien faire. Ça a duré 15 ou 20 minutes. Après, ça s'est arrêté et là je me suis rendu compte que c'était juste une crise d'angoisse. J'ai pu retrouver mes esprits et surtout dormir juste après. Le lendemain, il ne s'est rien passé d'exceptionnel. Je me suis juste posé quelques questions sur ce qui s'était passé la veille. Ça m'était jamais arrivé avant. J'étais pas vraiment quelqu'un d'anxieux à la base, du moins pas au point d'avoir des crises d'angoisse. Et je me suis juste interrogé sur le fait que ça puisse m'arriver. Je me suis dit que voilà, c'est pas très grave, ça doit arriver de temps en temps à quelques personnes, et voilà, c'est passé, c'est passé. Donc la journée passe, et donc elle passe tranquillement, et 2 jours après cette crise d'angoisse, donc le lendemain, j'étais en cours, et d'un seul coup, j'ai un immense mal de crâne qui arrive. Donc je comprends pas pourquoi, et donc je commence à me prendre la tête et à me dire waouh, ça commence à tourner, je comprends pas ce qui se passe. Et pour la première fois de ma vie, je me lève et je vais directement aux toilettes sans poser de questions. Je sors juste du cours et je vais aux toilettes. Je me passe de l'eau sur le visage et au moment où je lève ma tête, je m'aperçois que je reconnais pas vraiment qui je suis. En tout cas, j'arrive pas à comprendre le fait que je me sente pas dans mon corps. Je me regarde, mais c'est pas vraiment moi. La première fois que je rencontre ça, c'est le premier sentiment que j'ai avec la dépersonnalisation, où là je me rends compte qu'il y a quelque chose de bizarre qui est en train de se passer, mais pour autant j'arrive pas vraiment à l'expliquer, c'est juste que je reconnais pas vraiment mon visage, et j'ai l'impression que je suis pas dans le corps que je suis en train de regarder. Du coup, il se passe ça, et je me dis, waouh, ok, c'est bizarre, là bon, il est l'heure pour retourner en cours, donc je retourne en cours. La journée passe et je me sens quand même vraiment étrange tout au long de la journée. J'en parle pas autour de moi. De toute manière, j'arrive même pas à l'expliquer. J'ai pas les mots pour décrire comment je me sens. Et donc la journée passe et ça s'arrête pas. Juste, je me dis que ça va passer. Peut-être le lendemain, ça finira par s'en aller. Ou alors je suis en train de tomber malade. Bref, il y a plein d'explications logiques de ce qui peut être en train de se passer. Du coup, la nuit passe et le lendemain, c'est encore pire. Je me réveille, je me reconnais pas, et surtout, au moment où j'arrive du coup en cours, il y a comme un filtre qui s'est installé entre moi et les autres. C'est comme si je me sentais vraiment, vraiment dissocié de mon corps et de tous mes sens. Dès que quelqu'un me parle, j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à surtout ressentir des émotions sur ce qui se passe autour de moi, et je me sens vraiment loin de mon corps et loin de mon cerveau, comme si vraiment j'étais déconnecté de tout ce qui se passait. Du coup, il se passe ça, c'est de plus en plus bizarre, les jours passent et je suis de plus en plus déconnecté avec le monde, et surtout les émotions commencent à disparaître. Je me rends compte que je ressens plus grand chose avec tout ce qui se passe autour de moi. Et c'est comme si j'étais un peu bourré continuellement, quoi. C'est comme si je me réveillais et que j'avais pris 4 shots de vodka et que je sentais plus rien. Et c'est un peu ça. C'est comme si on était anesthésié face à tout ce qui se passait autour de nous. On n'a pas vraiment de réaction, on est un peu mou, et surtout on ne contrôle pas vraiment ce qui se passe. Et c'est vraiment étrange comme sensation. Donc au départ, c'est pas trop inquiétant, parce que je me dis que ça va partir, et je vois pas comment ça pourrait continuer plusieurs semaines ou plusieurs mois de toute manière.
Donc ça continue, les jours passent, c'est de pire en pire. Je me rends compte que ça devient très sérieux. Au bout de quelques jours, voire une semaine, je me rends compte qu'à des moments clés où je suis censé être heureux, où je suis censé partager un bon moment avec les gens qui m'entourent, je ressens plus du tout d'émotion et je suis totalement détaché du moment. Donc, par exemple, une fois, je me rappelle que ma grand-mère m'avait cuisiné mon repas préféré et on était tous autour de la table. Et d'habitude, j'ai tendance à parler avec tout le monde et à apprécier le moment, apprécier surtout la nourriture. Et à ce moment-là, je sentais plus rien. J'étais totalement anesthésié. C'est comme si ce que je mangeais avait pas vraiment de goût, comme si les conversations avaient plus du tout de sens. Et surtout, je savais pas comment je faisais pour fonctionner, mais ça marchait. J'avais aucune idée de comment je faisais pour parler, comment les mots sortaient, comment je faisais pour pouvoir rester moi-même sans pour autant arriver à avoir conscience que j'étais dans mon corps. Et ça devenait de plus en plus flippant. Et donc, plus les semaines passaient, plus ça restait. Très rapidement, les crises d'angoisse commençaient à revenir. Au début, c'était 1 par jour, 2 par jour, 3 par jour. Et rapidement, je suis arrivé à plus d'une dizaine de crises d'angoisse par jour, du matin au soir, sans arrêt. Et là, ça devenait vraiment compliqué. Ça devenait vraiment compliqué à gérer parce que les crises d'angoisse, c'est pas contrôlable. On peut pas vraiment savoir pourquoi elles arrivent. On peut pas contrôler quand est-ce qu'elles arrivent. Mais pourtant, elles vont arriver à un moment ou à un autre. Et quand on en fait plusieurs fois par jour, on sait qu'elles vont arriver. Donc, je commence à anticiper, à me dire, ok, à trouver les déclencheurs, à trouver ce qui me cause une crise d'angoisse. Et j'arrive pas vraiment à mettre la main dessus. Et le pire, c'est que j'essaie d'anticiper les crises d'angoisse et surtout de me dire, ok, là, si tu as une crise d'angoisse, il y a du monde autour. Tu peux pas avoir une crise d'angoisse comme ça avec du monde autour. Tu es obligé de trouver un endroit pour te réfugier. Donc petit à petit, je commence à me mettre au coin des tables, à me mettre aux extrémités, à me mettre près de la porte d'un restaurant, près des toilettes, faire en sorte que dès que ça arrive, j'ai un endroit pour me réfugier. Et donc je commence vraiment à me replier sur moi-même, je commence à moins parler aux gens et surtout à beaucoup moins dormir. Donc l'angoisse s'installe petit à petit dans la vie, on se sent de moins en moins nous-mêmes, on a l'impression qu'il y a un filtre entre le cerveau et la réalité. C'est de plus en plus perturbant et là je commence vraiment à me poser des questions. Il y a forcément des idées noires qui arrivent et ça devient de plus en plus perturbant. Donc là, il y a un cercle vicieux qui naît parce que forcément on dort beaucoup moins, on s'inquiète de plus en plus, on est anxieux à l'idée de faire une crise d'angoisse, donc c'est de pire en pire. Il y a un cercle vicieux qui s'installe comme ça et forcément avec le manque de sommeil en plus, c'est encore plus dur. Et donc tous les jours, il y a des nouvelles sensations qui arrivent, des peurs et des angoisses qui ont même pas lieu d'être. Et donc la vie devient juste une angoisse perpétuelle et il n'y a même plus de place pour une petite minute de bonheur. Et donc c'est gérable le temps d'un moment, mais au bout de quelques mois, ça devient de plus en plus perturbant et on a de plus en plus l'impression qu'on est bloqué à l'intérieur. Et quand on a l'impression qu'on est bloqué, il y a aussi ce sentiment de dépersonnalisation qui vient, où là on a vraiment l'impression qu'il y a 2 personnalités différentes qui sont bien dissociées entre la personne qu'on était avant et la personne qu'on est aujourd'hui en train de souffrir de ce trouble. Et c'est vraiment perturbant de se dire que on ne redeviendra plus jamais la personne qu'on était avant. On essaie de se dire, comment j'aurais pensé quand j'étais la personne que j'étais avant. C'était bien quand j'étais la personne que j'étais avant. J'arrivais à sentir telle et telle émotion avant que ça arrive, etc. Ça devenait vraiment compliqué. Et je pense qu'au bout de 3 ou 4 mois, j'ai eu l'idée d'aller voir un médecin pour simplement en parler, savoir ce que c'était. J'ai mis du temps avant de savoir ce que c'était la déréalisation et la dépersonnalisation. Et donc je suis parti chez un médecin juste pour avoir des conseils. Tout ce que j'ai eu, c'est une prescription pour des anxiolytiques que j'ai jamais utilisé, bien sûr. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que j'allais devoir trouver les solutions tout seul, m'en sortir tout seul. Et là, j'ai commencé à regarder sur Internet. J'ai pas trouvé beaucoup de ressources. J'ai regardé des vidéos, j'ai regardé beaucoup d'articles de blog, des études scientifiques, etc. Et en fait, il y a très très peu de ressources avec tout ce qu'il y a à savoir sur la déréalisation, dépersonnalisation.
Euh, donc, malgré le peu de ressources, j'ai essayé de comprendre, de savoir comment ça se déclenche, comment ça se fait que je vis ça. Est-ce qu'on peut s'en sortir surtout comment on s'en sort. Et rapidement, on tombe sur des forums. Donc, j'ai commencé à voir des gens qui étaient bloqués dedans depuis 5, 10, 15 ans. Et là, c'est devenu encore plus flippant. Et je me suis dit, ok, j'ai vraiment pas envie d'être bloqué dedans. Il va falloir que je fasse quelque chose maintenant pour m'en sortir. Mais pour moi, c'était hors de question de prendre des médicaments. J'avais vraiment pas envie de passer par cette case-là. Et j'avais pas non plus forcément envie de consulter un psychiatre ou quoi que ce soit. Donc je m'étais dit, ok, si tu arrives à t'en sortir par toi-même, c'est incroyable, tu apprendras beaucoup de choses sur toi-même et surtout, tu vas en apprendre beaucoup plus que si tu prends des médicaments et t'écoutes juste les simples conseils de quelqu'un. Donc je me suis dit ça et j'étais j'étais tellement convaincu que j'allais pouvoir m'en sortir tout seul. Même quand ça allait pas, quand j'étais au fond du fond, je me suis dit que ça allait le faire. Et je trouvais par tous les moyens des idées pour pouvoir m'en sortir. Donc j'ai mis longtemps, j'ai mis 3 ans avant de m'en sortir. J'ai essayé plein de choses, j'étais très ouvert à tout ce qui était possible de faire. J'ai essayé plein de choses différentes qu'on aura l'occasion de voir. Et donc ça a pris 3 ans. Donc les symptômes ont fait que monter, que de s'empirer pendant 1 an. Pendant 1 an, c'était de pire en pire tous les jours. Il y a eu 1 an plateau où c'était tous les jours pareil, où c'était que des crises d'angoisse sur crises d'angoisse sur crises d'angoisse. Pendant ces 2 années-là, c'était horrible. Et la 3e année, ça a commencé à descendre petit à petit et j'ai commencé à comprendre comment faire pour abaisser les symptômes au fur et à mesure et comment gérer du coup cette courbe et ces pics de stress quotidien. Et j'ai pu apprendre du coup à repousser ça et à gérer du coup toute cette angoisse au quotidien, à gérer la déréalisation et la dépersonnalisation. Donc toutes ces choses que j'ai appliquées, j'ai mis longtemps à les apprendre. Du coup, ça m'a pris 3 ans. 3 ans pour apprendre tout ça, d'essais et d'erreurs. Maintenant, je sais que j'ai découvert des choses qui marchent, qui sont plus ou moins universelles, que j'ai données à des personnes autour de moi, que je connais, qui ont eu aussi de la déréalisation et de la dépersonnalisation. Et donc, je sais que ces méthodes marchent et donc qu'elles ont marché sur moi, qu'elles ont marché sur d'autres personnes et qui sont aussi très positives même à utiliser dans la vie au quotidien. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir, tout ce qu'il y a à savoir sur la déréalisation et la dépersonnalisation. Donc c'est important de savoir, de comprendre comment ça marche, comment ça naît dans le cerveau, est-ce qu'il y a des prédispositions particulières pour avoir ces symptômes, et aussi donc, comment s'en sortir, quelles sont les différentes méthodes, quelles sont les différentes techniques que vous pouvez appliquer à partir d'aujourd'hui pour commencer à aller mieux juste après cette vidéo et commencer à petit vous débarrasser de la déréalisation et de la dépersonnalisation et enfin redevenir la personne que vous étiez avant, super heureuse et qui apprécie la vie. Donc dans un premier temps, pour moi c'est super important de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est important de comprendre ce qu'est la déréalisation et la dépersonnalisation pour mieux cerner le problème. La déréalisation et la dépersonnalisation, c'est un trouble dissociatif, ça s'appelle comme ça. Donc en psychologie, on appelle dissociatif quand on dissocie 2 éléments qui devraient être assemblés. Ces 2 mots, déréalisation et dépersonnalisation, veulent dire des choses concrètes, ciblent un trouble spécifique qui se passe donc, dans votre corps, dans votre cerveau. Et ça va vous aider du coup à appréhender tous les mécanismes du trouble et même du coup à mieux comprendre comment votre corps va réagir au stress. Et va vous permettre aussi de mieux vous comprendre quand vous êtes sous ce trouble, comment il agit chez vous et mieux comprendre le problème pour pouvoir le résoudre à la fin. Donc la base de la base, c'est le stress. Vous le savez sans doute si vous connaissez les sujets de déréalisation et de dépersonnalisation. Le stress, c'est le cœur du sujet ici, c'est le cœur de la déréalisation et de la dépersonnalisation. En fait, pour faire simple, la déréalisation et la dépersonnalisation, c'est une manière du cerveau de gérer le stress. C'est une réponse au stress que votre cerveau va créer. C'est intéressant de savoir comment ça fonctionne, comment fonctionne le stress dans le cerveau, comment on réagit à ça, comment en temps normal on est censé réagir au stress, et qu'est-ce qui se passe quand on déréalise et on dépersonnalise. Alors, le cerveau est un organe complexe, on n'a pas encore tout découvert,
Mais il y a quelques études qui ont été faites à ce sujet, au sujet spécifique de la déréalisation et de la dépersonnalisation, qui sont super intéressantes à voir. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, votre cerveau va gérer le stress en 3 phases. La première, c'est une phase qu'on connaît tous dans notre vie, que tous les humains vont connaître. C'est quand on fait tomber un verre, quand on fait tomber notre téléphone, quand on vient de se blesser, quand on a failli tomber, bref, tout ce qui peut stresser notre cerveau, mais dont le problème est vite résolu. Donc, si on fait tomber un verre, il est cassé, il suffit de le ramasser. C'est un stress qui est là juste pour nous dire qu'il est en train de se passer quelque chose, mais qui va rapidement se calmer, parce qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer sur le long terme, et c'est juste quelque chose qui est en train de se passer tout de suite, et il faut réagir dans l'instant présent. Donc la deuxième phase, qu'on appelle la phase de résistance, c'est un stress qui est un peu plus prolongé sur le long terme, et qui lui va rester un peu plus dans le cerveau. Donc vous connaissez sans doute l'hormone qu'on appelle l'hormone du stress vulgairement, c'est donc le cortisol. Donc le cortisol est libéré dans votre cerveau pour simplement vous dire qu'il y a un sujet sur lequel il faut qu'on s'alarme maintenant, et donc qui met votre cerveau en état d'alerte sur un sujet précis. Donc par exemple, ça peut être la perte d'un job, on peut perdre sa maison, on peut avoir une mauvaise nouvelle, bref, tout un tas de choses qu'on doit gérer. Et dont notre cerveau va répondre avec ce type de stress, donc en libérant du cortisol pour nous dire, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il va falloir trouver une solution à ce problème. Du coup, on va se mettre un peu plus à pression sur quelques heures, quelques jours, quelques semaines pour trouver une solution à ce problème. La troisième phase, elle, est plus sérieuse, puisqu'elle va totalement inhiber votre cerveau de cortisol. Donc, on l'a vu, le cortisol est donc l'hormone du stress. Le cortisol va être produit en grosse quantité, et notre cerveau va avoir de plus en plus de mal à le gérer. Donc le cortisol va envahir le cerveau et va installer donc une dépression, comme on la connaît, comme on l'appelle, la dépression, et qui va donc altérer des zones super importantes dans le cerveau, qui sont donc l'hippocampe, l'amygdale, le cortex cingulaire antérieur et le cortex préfrontal. Donc ce sont des zones super importantes. Donc ça correspond plus ou moins aux 3 zones du cerveau, donc le cerveau reptilien, qui est notre cerveau animal de survie, notre cerveau émotionnel et notre cerveau rationnel, donc le langage, les maths, etc. Donc en fait, ça vient impacter énormément de zones dans notre cerveau. Quand on est sujet donc à du stress sur du long terme, ça va réduire un peu nos capacités cognitives, ça va réduire notre spectre émotionnel, mais aussi nos capacités de survie, comme on le voit avec l'hippocampe et l'amygdale. Ça devient sérieux quand le cortisol se dégage dans le cerveau de cette manière-là. Ça peut être le décès d'un proche, ça peut être une situation qu'on n'arrive pas à gérer. Donc on connaît ce genre de situation quand on arrive en dépression. C'est simplement une situation à laquelle on ne répond pas. Notre cerveau va simplement libérer du cortisol sans qu'il soit traité par les parties du cerveau qui sont responsables de traiter le cortisol. Donc à ce moment-là, ça va devenir un problème. Ça, c'est pour la partie neurologique. Maintenant, il y a la réponse psychologique, donc qui est un peu plus théorique. Ici, on peut parler de psychologie évolutionnaire, donc simplement comparer notre race humaine aujourd'hui à la race humaine d'il y a des centaines de milliers d'années, où en fait on se rend compte que l'homme préhistorique, lui, il a évolué de génération en génération, et au final, nos civilisations aujourd'hui, les États, les pays, les villes qu'on connaît, ça date de pas très longtemps, comparé à toute l'histoire de la vie humaine sur Terre. Donc on a passé des centaines de milliers d'années à juste survivre, à aller chasser, cueillir, se reproduire. Et donc notre cerveau, il est câblé pour répondre à ces sujets-là. Donc pas manger, stress, animal en train de m'attaquer, stress. Donc à la préhistoire, le stress va être super important, parce que le stress, c'est simplement une histoire de survie. Si on ne stresse pas, on ne panique pas, et donc on ne sait pas si on doit affronter ou courir. Est-ce que je dois affronter cet animal, ou je dois simplement m'en échapper parce que là je risque ma vie? C'est là depuis des centaines de milliers d'années, et donc on évolue de génération en génération. Donc les sociétés développées telles qu'on les connaît, ça date d'il y a quelques milliers d'années seulement. On a donc cette histoire de civilisation, on se regroupe dans des villes, dans des départements, dans des pays. Aujourd'hui, c'est très différent de seulement il y a quelques milliers d'années.
Notre manière de vivre a énormément changé, cependant, notre corps, au fur et à mesure des générations, lui, il ne change pas aussi rapidement que nous, on évolue en tant qu'humain dans la société. Donc on a toujours plus ou moins le même cerveau qui va répondre au stress de plus ou moins la même manière, et du coup, notre cerveau n'est pas vraiment adapté aux civilisations qu'on a aujourd'hui. Donc on a toujours au fond de nous un homme préhistorique dans notre cerveau qui va réagir au stress de manière plus ou moins disproportionnée par rapport à ce qui lui arrive. Donc ici, on retrouve les 3 phases de stress dont je parlais précédemment. Donc la phase positive, où c'est juste un petit stress, un petit pic court mais intense, qui nous permet de répondre à un événement très rapidement, donc affronter ou courir. Ensuite, on a le stress tolérable. Donc ici, c'est un stress qui va se maintenir un peu plus dans la durée, donc sur quelques jours, quelques semaines, pour une perte de job, pour des problèmes financiers, etc. Et qui peut être atténué avec des bonnes relations. Donc si on est bien entouré, on peut rapidement atténuer ce stress, trouver une solution, etc. Et ensuite, on a le stress toxique. Donc ça, on l'a vu, c'est donc quand le cortisol, donc l'hormone du stress, va se propager un peu partout dans notre cerveau et va se répandre dans plein de zones différentes du cerveau qui ne sont pas censées gérer le stress. Donc on l'a vu, ça vient altérer les zones telles que l'amygdale, l'hippocampe et le cortex préfrontal, qui sont des zones qui n'ont pas à gérer le stress, et ça va venir donc altérer ces parties-là dans le cerveau. Donc ce stress toxique, lui, peut déclencher des choses qui sont indésirables, donc comme la dépression, des crises d'angoisse, des crises de panique, et aussi donc de la déréalisation, de la dépersonnalisation. Avant d'attaquer plus précisément dans ce sujet, on va revenir à ce qu'il y a juste au-dessus, ce qui est la dissociation. Donc la dissociation, c'est simplement la séparation d'éléments psychiques anormaux. Donc en psychologie, on appelle la dissociation la séparation d'éléments dans notre psyché qui ne fonctionnent plus ensemble. Donc c'est ce qu'on vient expérimenter quand on souffre de déréalisation et de dépersonnalisation. Donc ça vient corrompre notre perception de la réalité, où on ne vit plus la vie de la même manière et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui a changé. La déréalisation et la dépersonnalisation, c'est donc un trouble dissociatif. Donc la dissociation est au-dessus, il y a plein de troubles, donc par exemple les troubles de la personnalité, où on va avoir plusieurs personnalités. La déréalisation et la dépersonnalisation, c'est un trouble de dissociation, donc un trouble dissociatif. Il y en a plusieurs et la déréalisation en fait partie. Donc déréalisation et dépersonnalisation, c'est 2 mots qui sont souvent liés. Donc on a d'un côté la perte de connexion avec la réalité pour la déréalisation et d'un autre côté la perte de sensation avec soi-même pour la dépersonnalisation. Donc ces 2 mots liés, en général, il n'y a jamais l'un sans l'autre, c'est plus une balance, on va plus sentir l'un que l'autre. Et donc en général, quand on parle de déréalisation, on parle aussi de dépersonnalisation et l'inverse est vrai aussi. Donc je parlerai souvent de déréalisation au lieu de déréalisation et dépersonnalisation puisque ça concerne le même trouble. Donc comme je le disais, la déréalisation, ça vient du fait d'un stress prolongé. C'est un stress qui s'est installé depuis longtemps et qui vient donc nous faire perdre contact avec la réalité pour nous protéger entre guillemets. Ça, on le verra plus tard. Donc la déréalisation est une perte de connexion avec la réalité et la dépersonnalisation, c'est une perte de sensation de soi-même, de sa propre personnalité. Et ce qui vient donc différencier la déréalisation et la dépersonnalisation de plein d'autres troubles psychologiques, c'est qu'on a conscience de ce trouble. On sait que quelque chose ne va pas, on sait qu'il y a quelque chose, nos sensations ne sont pas normales, et ça vient nous aider pour savoir qu'on souffre d'un trouble spécifique. Malgré le peu d'études scientifiques sur la déréalisation et la dépersonnalisation, il y en a quand même quelques-unes qui sont importantes et qui viennent nous aiguiller et nous donner des indices sur les sensations, les parties dans le cerveau qui sont concernées, est-ce que nos capacités cognitives sont les mêmes ou non, et enfin, d'où est-ce que ça vient, est-ce qu'il y a des déclencheurs, etc. Donc la première étude, Trapped in a Glass Bell Jar, c'est une étude qui vient questionner les patients atteints de déréalisation et de dépersonnalisation, et qui vient donc les questionner sur les sensations qu'ils vivent, leur expérience de la réalité, pour mettre des mots sur ce trouble de déréalisation et de dépersonnalisation. Donc c'est la première fois qu'on vient poser des mots sur les symptômes que les personnes qui sont atteintes de ce trouble vivent, et c'est pour ça que cette étude s'appelle comme ça, enfermée dans un bocal de verre, et c'est plus ou moins ce qu'on vit quand on est atteint de ce trouble, à savoir d'avoir un filtre
qui nous coupe du monde, qui nous coupe de la réalité, et c'est comme si on était totalement déconnecté de la réalité. Donc cette étude, elle vient simplement cibler les symptômes qu'on vit quand on est atteint du trouble. La seconde étude, c'est l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien qui vient étudier donc une partie dans notre cerveau qui serait donc responsable et qui aura un rôle crucial dans le développement de troubles psychologiques comme la dépression et le trouble de déréalisation et de dépersonnalisation. Donc ici, les scientifiques viennent étudier cette partie dans le cerveau qui peut être plus présente chez certaines personnes que chez d'autres et qui peut donc aider à développer ce genre de troubles et surtout qui peut contribuer à maintenir ce genre de troubles. Donc les scientifiques essaient de trouver des solutions sur cette partie du cerveau pour la réguler, donc à travers soit des thérapies ou des solutions médicamenteuses, et faire en sorte qu'elle fonctionne normalement pour éviter le développement de ce genre de troubles. La troisième étude, Cognitive Processes in Depersonalization, c'est une étude qui vient faire passer donc une batterie de tests de QI à des patients atteints du trouble de déréalisation et de dépersonnalisation, et aussi donc à un groupe témoin qui lui n'a pas de trouble, pour voir la différence entre les deux, et qui vient donc évaluer plein de processus cognitifs, la perception de soi, la mémoire, l'attention, le langage. Il y a plein de choses qui sont étudiées dedans. Et on s'aperçoit qu'il y a une légère différence, notamment dans le langage, l'attention et la mémoire. Donc l'étude conclut simplement que la déréalisation et la dépersonnalisation peuvent altérer très légèrement les capacités cognitives. Et enfin, la dernière étude, The Role of a Childhood Trauma, c'est une étude qui vient mettre en évidence les traumas qui ont pu se passer pendant l'enfance et qui pourraient développer des troubles mentaux à l'âge adulte, donc comme la déréalisation et la dépersonnalisation. Un traumatisme, c'est assez subjectif, ça dépend de l'enfant et de son expérience avec le trauma. Ça peut être le fait de vivre dans la pauvreté, ça peut être le fait d'être battu, d'être négligé, de ne pas avoir reçu assez d'affection. Il y a plein de sources de trauma différentes et ça dépend particulièrement de votre expérience. Et donc une fois qu'on les vit en tant qu'enfant, s'ils ne sont pas résolus, si on n'en parle pas, on peut développer donc des troubles mentaux à l'âge adulte. Donc la grande théorie de la déréalisation et de la dépersonnalisation, c'est que ça serait déclenché par notre cerveau pour nous protéger du monde extérieur. Ce serait un mécanisme de protection naturelle pour éviter d'avoir encore plus de stress à accueillir dans notre cerveau. C'est une théorie qui est largement partagée par la communauté scientifique. On peut questionner le fait que ce soit bel et bien un mécanisme de protection parce que quand on atteint ce trouble, on sait à quel point c'est un enfer, on sait à quel point on devient son pire ennemi et qu'on se met à devenir anxieux juste par ses pensées, juste par soi-même, et simplement rien que par le fait de penser au trouble. Aussi, certaines personnes ont plus de chances que d'autres de voir apparaître ce trouble dans la vie. Donc ça peut dépendre de plein de facteurs différents. Ça peut dépendre de notre cerveau à la naissance, ça peut dépendre des traumatismes qu'on a eus pendant l'enfance. Bref, il y a énormément de facteurs qui vont jouer, qui vont influencer le fait si on a de la déréalisation ou pas dans notre vie. Quand j'étais atteint du trouble, je m'étais posé la question sans cesse de pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se déclenche. Et du coup, j'ai fait des recherches pour savoir qu'est-ce qui a amené une personne à avoir un trouble de déréalisation et de dépersonnalisation. Et au final, il y a donc des études qui nous permettent de cibler spécifiquement des déclencheurs de déréalisation et de dépersonnalisation. Et donc, il y en a plusieurs. Le premier, ça va être les traumas dans l'enfance. Donc si vous avez eu une enfance difficile, si vous avez eu un manque d'affection, si vous êtes fait abuser, s'il y a eu des décès dans votre enfance, encore une fois, c'est subjectif, chacun a une expérience différente de son enfance et qui vont amener donc à des traumas différents selon l'enfance que vous avez eue. Donc les traumas, ça peut représenter une grande partie des gens atteints du trouble de déréalisation et de dépersonnalisation. C'est un trauma pendant l'enfance, on va vivre toute son adolescence avec sans présenter aucun signe de déréalisation et de dépersonnalisation. Et sauf qu'à un moment, dans la vie adulte, ça va se déclencher pour une raison ou pour une autre, souvent avec une crise d'angoisse. Ensuite, il y a donc les drogues. Donc ça, c'est un déclencheur fréquent de déréalisation et de dépersonnalisation. Donc on a beaucoup le cannabis, les psychédéliques, donc le LSD, les champignons ou plein d'autres sortes de molécules. Et aussi donc les excitants, donc comme la cocaïne, la MDMA, etc. Donc avec les drogues, il faut faire très attention, selon la quantité, la dose, si c'est votre première fois, etc. Ça peut se déclencher et ça peut donc déclencher un trouble de déréalisation et de dépersonnalisation. Aussi, si vous êtes atteint du trouble, évitez à tout prix les drogues qui pourraient altérer votre perception de la réalité. Enfin, on a aussi le stress intense et prolongé. Donc on a le burn-out, les décès, les événements difficiles qui peuvent arriver dans la vie. Et donc ce stress intense et prolongé, comme on l'a vu, peut
totalement submerger notre cerveau de stress et peut amener un trouble de déréalisation et de dépersonnalisation. Comme je le disais en début de vidéo, la déréalisation, ça peut mettre un bazar dans notre cerveau et ça peut mettre du temps pour tout reconfigurer. Et l'idée, c'est de trouver les bonnes solutions et les bonnes méthodes pour tout remettre en ordre. Une autre théorie qui est évoquée par la science, c'est la théorie des dissociations des personnalités. Ici, je ne parle pas du trouble dissociatif de l'identité, comme dans le film Split, où on a différentes personnalités, on a 5-10 personnalités différentes qui viennent à n'importe quel moment de la journée. Ici, je parle du fait, par exemple, d'un enfant qui a vécu un trauma, qui va donc dissocier sa personnalité à la maison et sa personnalité quand il est à l'école ou avec des amis. Le but de ça, c'est quand un enfant est battu, abusé ou qu'il a vécu un trauma, il va avoir envie de créer une autre personnalité pour se rassurer et aussi pour se présenter sous un autre angle à des amis et en public pour pouvoir interagir avec des gens et interagir avec des groupes. Vous avez sans doute déjà remarqué cette personne qui semble totalement unie avec elle-même, qui semble être à 100% dans sa personnalité, qu'importe les circonstances. Et en parallèle de ça, on a les personnes qui vont dissocier leur personnalité, donc leur personnalité à la maison et leur personnalité en public. À la suite d'un trauma, on vient créer cette personnalité pour se rassurer, et donc on va bâtir notre vie sur cette personnalité. Donc pendant toute notre enfance, on vient donc développer une autre personnalité publique pour se rassurer, pour se dire que la personne qu'on est à la maison, c'est pas vraiment nous. Et donc cette nouvelle personnalité, cette personnalité publique, elle est faible dans le sens où c'est juste une création. Et ça veut dire qu'on va bâtir sa vie dessus et à n'importe quel moment, elle peut s'effacer, elle peut s'effondrer. Donc à la suite d'un stress intense, de crises d'angoisse répétées, on peut perdre cette personnalité et ça peut amener aux troubles de déréalisation et de dépersonnalisation. Le fait de perdre cette personnalité, en fait, on vient dépersonnaliser, on perd la personne qu'on a bâtie depuis des années et on n'a jamais travaillé sur notre personnalité de base, notre vrai nous, la personne qu'on est profondément. Ça pourrait être une explication du déclenchement de la déréalisation et de la dépersonnalisation quand on a donc vécu un trauma ou quand on a donc une personnalité publique, une personnalité différente dans la vie de tous les jours. Pour mieux exprimer la dissociation des personnalités, je suis tombé un jour sur ce livre, Le Joueur d'échecs, que j'ai lu par hasard, de Stefan Zweig. Et pour moi, il exprime parfaitement la dissociation des personnalités. En fait, ce livre, c'est donc un avocat, si mes souvenirs sont bons, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il va se faire emprisonner par des soldats nazis. Donc, il va être dans une cellule où il n'y a aucune distraction. Il a juste un lit et il peut que dormir et c'est tout. Il ne peut rien faire d'autre. Donc, de temps en temps, les gardes vont l'emmener pour le questionner, pour lui poser plein de questions, pour soutirer des informations. Et donc, les jours passent, et un jour, il va fouiller dans la poche d'un des manteaux du gardien, et il va tomber sur un livre qui apprend les échecs. Donc, pour combattre l'ennui, il va prendre ce livre, et il va se mettre à lire, et à apprendre les échecs dans sa chambre, pour tuer le temps, tout simplement. Et donc, il n'a évidemment pas de jeu d'échecs, donc il va commencer à créer un plateau d'échecs avec des petits bouts de poussière et des bouts de bois de son lit. Et donc il va commencer à apprendre à jouer comme ça, avec le livre, il va devenir de mieux en mieux. Sauf que le livre, il va le lire 2, 3, 4, 5 fois jusqu'à tout connaître par cœur. Et au bout d'un moment, il s'ennuie encore. Et donc il va commencer à faire des parties contre lui-même pour tuer l'ennui. Donc il va jouer contre lui-même, il va créer un plan contre lui. Donc ça va devenir son propre adversaire. Et pour moi, c'est toute la définition de la dissociation de la personnalité où on va essayer de jouer contre soi-même en créant une personnalité de façade. On va essayer de s'auto-juger et devenir son propre arbitre pour décider de ce qui est bon ou non. Et en fait, dans le livre, Le Joueur d'échecs, au bout d'un moment, il va devenir complètement fou, il va devenir même schizophrène, et il va se mettre à crier dans sa chambre, etc. Parce que ça l'emmène à un point où il est obligé de créer un plan pour se battre lui-même au jeu d'échecs et pour devenir meilleur. Il va devenir complètement fou et il sera même plus capable de jouer aux échecs par la suite. Son médecin va lui dire d'arrêter une fois qu'il est libéré et donc ça le rend complètement dingue. Et dans le livre, en fait, on apprend que c'est un joueur d'échecs qui est devenu extrêmement bon. C'est grâce à ce livre-là et en ayant fait des parties contre lui-même,
il est devenu extrêmement bon. Le problème, c'est qu'il peut même plus y jouer parce que ça le rend dingue à chaque fois qu'il fait une partie d'échecs, même contre une vraie personne. Et pour moi, c'est tout le point de la dissociation, de créer une nouvelle personnalité de façade. C'est le fait de devenir son propre arbitre, de plus avoir de référentiel, parce que quand on se corrige soi-même, quand on est dans l'introspection, quand on va essayer de se battre contre soi-même, il n'y a pas de référence, on ne sait pas où on se situe dans l'échelle des joueurs d'échecs, on ne peut pas se situer, il n'y a pas de référentiel. Donc dans la vie, quand on parle avec des gens, quand on est soi-même, on peut plus ou moins savoir qui on est, qui on représente dans la société. Et quand on crée une nouvelle personnalité, quand on crée une personnalité de façade, on va s'auto-juger, on ne va pas savoir se situer dans la société. On ne va pas savoir où on est, on ne pourra pas trouver sa place facilement. Donc pour moi, c'est tout le point de ce livre. C'est le fait de dissocier. Et dans ce livre-là, on le voit, il devient complètement fou, il devient schizophrène quand il est dans sa cellule. Après, ça va mieux puisqu'il arrête les échecs. Mais ça résume très très bien la situation qu'on a à la suite d'un trauma, de développer une personnalité de façade, développer une personnalité publique pour pouvoir sociabiliser et ne pas laisser paraître n'importe quel signe de faiblesse. Et le fait de jouer contre soi-même, ça peut être la pire chose qu'on puisse s'infliger. Donc pour moi, la morale de ce livre, c'est au lieu de se juger en permanence, de s'autocritiquer, de devenir son propre arbitre, de laisser place à sa propre personnalité. Donc un bon indice que vous avez donc dissocié votre identité, ça pourrait être le fait que vous essayez de contrôler votre personnalité en public, d'essayer d'agir différemment, de contrôler vos actions, contrôler aussi ses émotions, de calculer comment on doit réagir, etc. Dans le but unique en fait de sociabiliser et d'apparaître sous un autre angle, sous le meilleur angle possible pour sociabiliser. Donc on essaie de se modifier au maximum, on essaie de modifier toutes les caractéristiques de sa personnalité pour se convaincre qu'on est une bonne personne et aussi surtout se rassurer. Le déclenchement de la déréalisation et de la dépersonnalisation, ça arrive très souvent par une crise d'angoisse. Donc comme ça m'est arrivé, un jour arrive une crise d'angoisse et c'est un peu le jour où la vie va basculer et on va commencer à sentir les symptômes de la déréalisation et de la dépersonnalisation. Ça peut aussi arriver petit à petit sans forcément qu'on s'en rende compte et un jour on va s'apercevoir qu'on a un filtre qui s'est installé autour de nous et qu'on n'arrive plus à voir la vie de la même manière qu'avant. Donc les symptômes de la déréalisation et de la dépersonnalisation sont très longs. La liste est super longue, il y a énormément de symptômes qu'on peut retrouver, mais on peut remonter donc aux deux principaux, donc de la déréalisation et de la dépersonnalisation, puisque tout ce que vous allez ressentir après, tous les autres symptômes, découlent de ces deux premiers, donc du fait de déréaliser l'extérieur et dépersonnaliser à l'intérieur de vous. Donc la déréalisation, c'est un sentiment d'irréalité. C'est comme s'il y avait un filtre, c'est comme si on était dans un bocal en verre, qu'on voyait la vie à travers un filtre, comme si rien n'était vraiment réel autour de nous. Il y a aussi une déformation perceptive de ce qu'on voit autour de nous. On n'est plus vraiment capable de comprendre ce qui se passe. C'est vraiment comme s'il y avait un grand brouillard autour de nous et qu'on n'était plus capable de comprendre ce qui se passait. Il y a aussi un énorme détachement émotionnel. En fait, on va être tellement pris d'angoisse et d'anxiété que ça va brouiller absolument toutes les autres émotions. Et ça va être très dur après de ressentir des émotions positives, la joie, du bonheur, etc. Donc il y a aussi une distorsion temporelle, à perdre un peu la notion du temps qui passe, et aussi des troubles de mémoire. Du côté de la dépersonnalisation, il y a donc un fort sentiment de détachement de soi. On va perdre le sentiment d'identité personnelle. On ne saura plus vraiment se reconnaître, on ne saura plus qui on est, quelle place on prend dans la société. On va avoir l'impression qu'il y a une ancienne version de nous et une nouvelle version de nous qui a ce trouble, et c'est comme s'il y avait une énorme séparation entre les deux et que c'était impossible de redevenir la personne qu'on était avant. Il y a aussi un énorme engourdissement émotionnel. Donc comme je le disais, on va ressentir énormément d'anxiété et ça va laisser très très peu de place aux autres émotions pour simplement vivre la vie comme on la vivait avant. Donc il y a aussi une altération des sensations corporelles. Donc notamment, par exemple, ça m'arrivait beaucoup sur les textures, de plus vraiment comprendre ce que j'étais en train de toucher, ce que j'étais en train de goûter ou de sentir. Et enfin, des expériences dissociatives. Donc ça, on en a parlé, c'est avoir l'impression qu'on est totalement détaché de son corps et on sort même un peu de son corps et on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Donc des expériences dissociatives, on peut en vivre plein dans la journée, même tout au long de la journée, ça peut jamais nous quitter. Je pense avoir vécu ça pendant au moins 1 an, continuellement, quasiment tous les jours. Et on a l'impression juste qu'on est totalement détaché de son corps, qu'on est dissocié de sa personnalité et qu'on est un peu en mode autopilote.
Donc il y a des symptômes annexes, donc en grande partie sur la vision, donc les points noirs, la vision en flocons de neige, les particules blanches, on peut avoir aussi des petites hallucinations, la vision floue, une vision comme si tout se passait très lentement, une vision HPPD, donc post-hallucinatoire, surtout ceux qui ont de la déréalisation et de la dépersonnalisation après une prise de drogue, et des visions dans l'imagination. Donc les points noirs, c'est simplement des taches qui peuvent apparaître comme ça dans votre vision. Ça peut arriver, si on stresse beaucoup trop, ça peut apparaître. La vision en flocons de neige, c'est quelque chose qui arrive souvent. C'est un peu comme une télé brouillée, c'est comme si le filtre était présent à travers nos yeux, comme si notre vision était brouillée. Et c'est comme si on n'arrivait plus vraiment à voir ce qui se passait devant nous de manière nette. Et c'est un filtre qui s'installe sur notre vision. Il y a aussi donc les particules blanches, les corps flottants. Alors ça c'est normal, c'est juste que ça peut faire super peur quand on déréalise. Je sais que j'en avais beaucoup quand je regardais le ciel, j'en voyais plein de corps flottants blancs. Donc il y a aussi la vision floue. On peut aussi avoir une vision qui est ralentie, donc c'est comme si on avait une très mauvaise caméra qui prenait uniquement 5 images par seconde, où tout se passe très lentement et on comprend pas trop comment ça se fait. C'est comme si on voyait les images une par une. Il y a aussi donc les hallucinations post-hallucinatoires. Donc c'est souvent après la prise de psychédéliques ou de cannabis où on va avoir des sortes de résidus d'hallucination, où il va y avoir une espèce d'aura autour des objets, où on va avoir un filtre aussi qui peut s'installer, des couleurs qui varient un peu. Bref, notre sens de la vision va être un peu altéré par cette prise de drogue. Donc c'est souvent après une prise de drogue. Ça peut aussi arriver naturellement avec la déréalisation et la dépersonnalisation. C'est pas nécessairement de la drogue, mais c'est quelque chose qui peut arriver. On peut aussi découvrir des nouvelles sensations sur les sons qu'on va entendre, donc notre ouïe, des sensibilités aux sons qui vont être totalement accrues, des hallucinations auditives, une confusion avec son dialogue interne, donc le fait de se parler dans sa tête, de plus vraiment comprendre comment ça se passe. On peut aussi avoir quelques hallucinations avec le toucher, de plus vraiment savoir quelle texture on est en train de toucher. Ça m'arrivait beaucoup, de ne pas savoir si j'étais sur un béton qui était dur, si j'étais sur une surface molle. Ça peut arriver très souvent, de plus comprendre ce qu'on est en train de toucher, de plus comprendre ce qu'on est en train de sentir. Donc c'est le fait de ne pas sentir un objet comme il devrait être. On a aussi des symptômes sur le goût et l'odorat, donc avoir un goût qui est différent dans la bouche ou sentir une odeur qui n'existe pas. Et enfin, il y a une liste infinie de symptômes qui existent, donc des vertiges, des crises d'angoisse. Donc, arrivé un moment où je pense que j'avais plus d'une dizaine de crises d'angoisse par jour, j'étais persuadé que j'allais m'évanouir. C'était tellement intense que j'étais prêt à tomber par terre. Donc de la dissociation aussi, des pertes de mémoire. Donc quand on stresse énormément, on peut perdre la mémoire, plus mémoriser ce qui est en train de se passer. Un sentiment de vide, de perte de sens dans sa vie. Quand on est atteint de déréalisation et de dépersonnalisation, c'est un sentiment qui peut paraître abrutissant et on a l'impression d'être totalement vide à l'intérieur, vide d'émotions, vide de sens. Et on se déshumanise complètement, on est juste un objet qui est présent dans la vie et ça peut être très troublant. Donc la sensation d'être un robot, de faire les choses en pilote automatique, arrivé à un moment, j'arrivais même pas à comprendre comment j'étais en train de parler. J'étais encore étudiant quand ça m'arrivait, donc j'avais beaucoup d'oraux à faire, de présentations orales devant les classes. Et j'étais incapable de comprendre comment j'arrivais à pouvoir créer des mots comme ça naturellement. Et je comprenais juste pas comment c'était possible. J'étais juste en autopilote. Il y a aussi la sensation de brain fog, donc le brouillard mental, où on va avoir la sensation d'être dans un brouillard, de plus vraiment comprendre ce qui se passe autour de nous, de perdre un peu contact avec notre environnement. On peut avoir des pertes de contrôle sur ce qui est en train de se passer autour de nous. Et donc la phobie d'impulsion qui va aussi avec la perte de contrôle. Très peu de gens connaissent ce terme, mais la phobie d'impulsion, c'est par exemple le fait d'être en train de cuisiner, on a un couteau dans les mains et d'un seul coup on est en train de se demander ce qu'on pourrait faire avec ce couteau. Ou d'avoir peur de se mettre à crier dans la rue, d'avoir peur de tomber dans les pommes dans le métro, peu importe. Et cette phobie d'impulsion, c'est simplement la peur de nous-mêmes, la peur de perdre le contrôle et de faire n'importe quoi. C'est quelque chose qui arrive beaucoup parce que quand on est pris d'angoisse, quand on est sous la déréalisation et la dépersonnalisation, on peut avoir peur de totalement perdre le contrôle, sauf que ça n'arrive jamais, c'est juste une peur. Et rassurez-vous, vous n'allez jamais faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Aussi, un point très important, c'est de ne pas confondre ces symptômes avec d'autres troubles dissociatifs. La déréalisation et la dépersonnalisation, ça ressemble beaucoup à d'autres troubles, comme le trouble de l'identité,
On peut avoir l'impression que la dépersonnalisation, ça nous amène d'autres identités, etc. Sauf que c'est pas du tout le cas. C'est aussi pas de la schizophrénie, c'est pas de la démence. Encore une fois, le gros point à retenir ici, c'est que vous avez conscience de ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez conscience que votre réalité, l'expérience de votre réalité, n'est pas normale. C'est pas l'expérience que vous êtes censé vivre. Donc le gros point à retenir ici, c'est que vous avez conscience de tout ça. Vous avez conscience que c'est pas normal. Vous savez que l'expérience de votre réalité, c'est pas celle qui est censée être. Et aussi, il faut prendre en compte que cette déréalisation et cette dépersonnalisation ne va pas évoluer en autre chose, ne va pas évoluer en un autre trouble. C'est ce que vous avez, c'est le trouble de déréalisation et de dépersonnalisation, mais ça n'évoluera pas vers quelque chose d'autre. C'est pas parce que vous faites des crises d'angoisse que vous allez devenir schizophrène, c'est pas parce que vous faites des crises d'angoisse que vous allez totalement perdre contrôle de vous. C'est pas du tout le cas, rassurez-vous, ça arrive, c'est juste un passage, et si vous appliquez les méthodes que je vais vous dire juste après, vous devriez vous en sortir très rapidement. Et donc, ce que vous attendez, si vous souffrez de déréalisation et de dépersonnalisation, je vais vous donner ici toutes les méthodes qui m'ont aidé à en sortir et qui ont aussi aidé d'autres personnes à qui j'ai donné ces conseils. Et si vous appliquez ces méthodes, vous pourrez vous en sortir très rapidement. Donc vous pouvez voir ça comme une boîte à outils pour sélectionner des méthodes qui vous intéressent, revenir dans cette vidéo pour en prendre d'autres. Bref, essayez tout ce que je vous donne en tout cas. Voyez tout ça comme des opportunités que vous pouvez prendre pour aller mieux dès aujourd'hui et appliquer ça pour tester ce qui marche avec vous ou non. Donc si vous passez la majorité de votre temps sur un écran pour vous distraire, si vous passez beaucoup de temps tout seul ou que vous êtes renfermé sur vous-même et que ça vous rend triste, si vous faites très peu de choses en dehors de votre zone de confort, ou si vous succombez à tous les plaisirs, si vous buvez, vous fumez, vous mangez trop, si vous achetez plein de nouvelles choses tout le temps, très certainement pour vous, vous n'en êtes pas sorti. C'est juste que vous le mettez en pause, vous repoussez tout ça, vous essayez de trouver des solutions éphémères et temporaires qui marchent un certain temps, mais la déréalisation et la dépersonnalisation finira par revenir à tous les coups. Là, le but de cette vidéo, c'est de faire un gros travail sur vous-même pour que vous puissiez aller mieux, vous sentir mieux et surtout être fier de vous en devenant la meilleure version de vous-même. Donc de loin, la première chose que j'ai à vous dire, c'est d'arrêter de s'auto-checker. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on est en train de déréaliser, dépersonnaliser, on est tout le temps en train de checker, de regarder si tout va bien, de s'analyser, de s'auto-scanner et de voir, ok, est-ce que je suis en train de ressentir ça ? Est-ce que ça c'est normal ? Est-ce que je suis la même personne qu'avant ? Et en fait, on va regarder constamment si tout va bien, sauf qu'une personne normale ne fait pas ça du tout. Donc, ça ne sert à rien de vouloir constamment regarder si tout va bien, si on est redevenu comme avant, si on est en train de stresser, si on est en train de sortir un filtre autour de nous, si on est en train d'avoir une vision particulière. Arrêtez de regarder ça, ça ne sert à rien de porter une attention là-dessus. Donc, l'ayant vécu, je sais que c'est très facile à dire, mais très très compliqué à faire. Donc, pour y arriver, la solution, c'est simplement d'accepter. Et ici, je ne parle pas d'accepter en disant « Ok, je m'avoue vaincu, je vais rester comme ça toute ma vie et c'est comme ça de toute manière, je ne pourrai rien y changer. » Non, ce n'est pas le cas. Ce que vous devez faire, c'est simplement accepter ce qui est en train de se passer, accepter les sentiments que vous sentez et de juste se dire que c'est qu'une phase, c'est quelque chose qui arrive et de laisser un peu couler toutes ces choses que vous ressentez, toutes ces choses sur la vision, l'ouïe, etc. et en quelque sorte s'y habituer. Alors, je ne parle pas de s'y habituer pour que ça reste comme ça pour toujours, mais juste de ne plus penser à s'auto-checker puisque ce n'est pas du tout une solution. Et au contraire, ça va plus renforcer les symptômes plutôt qu'autre chose. C'est comme si je vous disais tout de suite de ne pas penser à un éléphant rose et évidemment, tout de suite, vous pensez à un éléphant rose. Et imaginez maintenant que vous avez peur de cet éléphant rose, vous allez penser continuellement à ne pas penser à cet éléphant rose. C'est exactement la même chose ici, il faut juste accepter de penser à cet éléphant rose qui va arriver de temps en temps, mais au fur et à mesure, il va se diluer et il va partir tout seul. Et c'est exactement le but de cet exercice, c'est d'accepter pour laisser couler et laisser partir tous ces symptômes. La deuxième méthode consiste à maîtriser son dialogue intérieur. Donc, quand on dépersonnalise, très souvent, on a tendance à se dire « Qu'est-ce que j'aurais pensé avant d'avoir tout ça je voyais pas les choses comme ça avant que ça arrive. J'ai l'impression qu'il y a un énorme fossé entre ma personnalité d'avant et la personne que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aurais pensé, comment j'aurais fonctionné avant. En d'autres termes, on essaie de comparer l'expérience qu'on est en train de vivre à l'expérience du passé. Donc quand on dépersonnalise, on a l'impression qu'il y a un énorme fossé entre les deux personnalités, donc la personne qu'on était avant et la personne qu'on est aujourd'hui avec ce trouble. Et on a l'impression que c'est totalement séparé, qu'on n'arrivera jamais à redevenir la personne qu'on était avant. Donc dans notre dialogue intérieur, on va se mettre à penser des choses comme « qu'est-ce que j'aurais pensé avant que ça arrive ?
Je voyais pas les choses comme ça avant que je les réalise ou que je les personnalise. Comment j'aurais réagi avant que ça arrive, qu'est-ce que j'aurais pensé de ça avant que je les réalise. Bref, on essaie tout le temps de comparer ces deux versions de nous avec notre dialogue intérieur, alors que c'est pas utile du tout. Ça va vraiment pas vous aider à vous en sortir. Donc ça paraît superficiel, je croyais pas que ça allait m'aider de maîtriser mon dialogue intérieur, et au final j'ai fait cet exercice instinctivement en me disant ok, en fait si dans mon dialogue intérieur je me parle comme s'il y avait un problème, comme si j'admets qu'il y a un problème entre deux personnalités, forcément tout mon corps va penser qu'il y a deux personnalités qui sont séparées. Sauf que ça on peut le maîtriser, on peut avoir une maîtrise sur notre dialogue intérieur, et l'idée c'est d'arrêter de penser ça, c'est d'arrêter de se dire qu'il y a deux personnalités qui sont séparées. Et dès que vous vous surprenez en train de vous dire « Ah, mais qu'est-ce que j'aurais pensé avant que ça arrive ? Comment j'aurais réagi avant que je les réalise ?» Tout ce que vous avez à vous dire, c'est « Ok, je viens de penser à ça, c'est pas grave. Simplement, il faut juste admettre qu'il n'y a pas de fossé. La vie, c'est juste un bloc. Il n'y a aucun moment dans votre vie où il y a une énorme séparation. Vous êtes la même personne depuis que vous êtes né jusqu'à aujourd'hui. C'est juste que vous vous sentez différemment. Il n'y a pas de séparation entre les deux. » Et ça, il faut vraiment le comprendre et ça va vraiment vous aider à maîtriser votre dialogue intérieur, à éviter de vous surprendre à vous dire qu'il y a une différence entre la personne que vous étiez avant et une différence entre la personne que vous êtes aujourd'hui. Parce que ce n'est pas du tout le cas et votre dialogue intérieur va vous faire croire qu'il y a une énorme séparation entre les deux alors que ce n'est pas du tout le cas. Alors ça, moi je m'en suis aperçu au bout de 2 ans. Ça m'a pris 2 ans pour me rendre compte que la manière dont je me parlais, ça allait pas du tout. Donc si vous pouvez l'appliquer, ça va littéralement vous changer votre vie. La troisième solution, ça m'a aussi pris beaucoup de temps, c'est de me rendre compte que le stress pouvait être égal à de l'énergie. Donc, la déréalisation et la dépersonnalisation, ça peut rendre passif, dans le sens où on va subir tous les cycles de stress, on va subir le stress, on va anticiper les crises d'angoisse, on va essayer de faire en sorte de contrôler tout ça et juste d'avoir peur de cet état, d'avoir peur des crises d'angoisse, d'avoir peur du stress. La solution, c'est d'arrêter de contrôler tout ça. C'est arrêter d'essayer d'anticiper les crises d'angoisse. Si ça doit arriver, ça arrivera. La première étape, c'est de se dire que ça peut arriver à n'importe quel moment et d'être totalement OK avec ça. Donc ça prend du temps de se préparer, de se dire OK, maintenant je suis prêt à recevoir les crises d'angoisse, je suis prêt à recevoir de l'anxiété. Mais au moins, je sais que ça peut m'arriver à n'importe quel moment. Je me fais confiance, je sais que je pourrais le contrôler et je sais que ça va aller si ça m'arrive. Pour vous aider à passer cette étape, vous pouvez vous dire que le stress, c'est égal à de l'énergie disponible. Le stress, ça peut être positif ou négatif. Quand on est sous le trouble de déréalisation et de dépersonnalisation, on peut se dire que ça nous arrive comme ça, c'est comme une avalanche qui arrive sur nous et on ne peut rien y faire, on ne peut rien faire, on ne peut pas le tourner en positif. Et on subit juste en fait le stress qui arrive et on passe donc juste un mauvais moment en train de faire une crise d'angoisse. Donc plutôt que de subir le stress, plutôt que de se renfermer sur nous-mêmes, on peut changer ça, on peut utiliser le stress comme une énergie pour faire quelque chose. Et ça me fait penser au film Limitless, que vous avez certainement déjà vu. C'est le film où Bradley Cooper prend du NZT, donc une pilule, pour avoir accès à 100% de ses capacités cognitives. Et donc à un moment dans ce film, il dit « Si je ne vais pas de l'avant, j'ai la sensation que je vais exploser ». Et il n'y a rien de plus vrai que ça quand on a énormément de stress en nous. Donc quand on accueille du stress comme ça, on va juste le laisser s'accumuler. Et on ne va rien faire, et ça s'accumule, et ça va devenir une crise d'angoisse. Alors que si vous utilisez le stress comme une énergie disponible, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire des choses, pour être plus actif dans la vie et faire des choses que vous n'auriez jamais pensé faire. Donc par exemple, ça peut être parler à des inconnus. Je sais que quand j'allais dans un bar avec des potes et que j'avais une montée de crise d'angoisse, j'allais directement parler à des gens que je ne connaissais pas parce que je savais que j'allais être 100% concentré sur la discussion et que j'allais transformer ce stress dans quelque chose de positif. Et j'ai rencontré énormément de gens comme ça. Vous pouvez aussi utiliser le stress pour vous améliorer dans quelque chose que vous aimez. Donc, par exemple, je sais que pour la course à pied, j'utilisais beaucoup le stress pour aller courir, pour faire quelque chose, pour me surpasser, pour me dépasser. Et ça m'aidait beaucoup, en fait, de prendre ce stress comme une énergie disponible plutôt que de quelque chose qui venait m'abattre et tomber dans une crise d'angoisse. En fait, l'idée, c'est de simplement trouver des activités, des manières de transformer ce stress en énergie, quelque chose que vous aimez faire. Donc, je sais que tout le monde n'aime pas forcément parler à des inconnus, tout le monde n'aime pas forcément aller courir, mais vous pouvez utiliser ce stress pour quelque chose que vous aimez. Et c'est à vous d'aller chercher des activités qui vous plaisent pour transformer ce stress en une énergie qui va vous être utile. Transformer le cercle vicieux en un cercle vertueux. Quand on a des phases de dépersonnalisation, on a l'impression qu'il y a une énorme séparation entre la personne qu'on était avant et la personne qu'on est aujourd'hui atteinte du trouble.
Donc ça peut causer des crises d'angoisse, ça peut être hyper frustrant de se dire qu'il y a une séparation entre les deux et qu'on on ne redeviendra jamais la personne qu'on était avant. Et le but, c'est de reconnecter ça, de se reconnecter avec soi-même pour comprendre qui on est, pour comprendre la personnalité qu'on a construite au fil du temps et qu'est-ce qui nous a amené à être la personne qu'on est aujourd'hui. Donc très rapidement, je me suis dit que la meilleure manière de reconnecter avec soi, c'était de passer du temps à revivre des choses qu'on a expérimentées quand on était jeune et qui vous ont donc construit, des choses qui vous ont aidé à vous construire. Donc pendant une période, j'allais fréquemment visiter des endroits où j'avais grandi. Donc avec ma mère, on a beaucoup déménagé et j'allais souvent revisiter des endroits où j'avais grandi pendant une année ou deux pour simplement revivre et me remémoriser de plein de choses qui se sont passées à ces endroits-là et de me rappeler donc toutes les choses que j'ai vécues, toutes les choses que j'ai expérimentées quand j'étais jeune. Aussi, ce que vous pouvez faire, et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de regarder des films, des séries, rejouer aux jeux vidéo que vous jouez quand vous étiez enfant. Bref, essayez de refaire des choses que vous étiez quand vous étiez petit, des moments où vous avez vécu des choses incroyables. Si vous vous souvenez d'un film que vous avez vu qui vous a marqué quand vous étiez petit, re-regardez-le. Si vous vous souvenez d'une série où vous avez passé énormément de temps quand vous étiez petit, re-regardez-la. Pareil pour un jeu vidéo, si vous passez du temps sur un jeu, essayez d'y rejouer juste par plaisir pour essayer de retrouver ces sensations d'avant. L'idée, c'est pas forcément d'être nostalgique, c'est simplement de retrouver toutes les choses qui vous ont construit, essayer de vous remémoriser toutes les pensées qui ont fait en sorte de construire la personne que vous êtes aujourd'hui, tout le cheminement qui a construit la personnalité et l'identité que vous avez construite pour être vous-même aujourd'hui. Donc vous pouvez aussi le faire mentalement, si jamais vous n'avez pas d'adresse à visiter, si vous avez déjà vu tous les films ou les séries que vous regardiez quand vous étiez petit. Une chose que je faisais beaucoup, c'était avant de dormir, je passais, je pense 5-10 minutes, en fait jusqu'à temps que je m'endorme, à me remémoriser des choses quand j'étais petit, donc jusqu'à mon premier souvenir, jusqu'à aujourd'hui. J'essayais de me remémoriser plein de trucs en essayant d'être le plus chronologique possible, même si évidemment on ne se souvient pas de tout par cœur. Ça vous pousse à comprendre ce qui a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Et en soi, je trouve que cet exercice, tout le monde devrait le faire, pas seulement les personnes qui ont un trouble de déréalisation et de dépersonnalisation. En fait, ça aide énormément à comprendre tous les déclics qu'on a eus et tout le cheminement de pensée qui fait qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui et qui définit un peu notre personnalité. La méthode 5, je l'ai appelée « Faites-vous mal ». Alors l'idée, c'est pas de vous faire souffrir, l'idée, c'est simplement de sortir de sa zone de confort parce que quand on a beaucoup de stress, quand on déréalise, quand on dépersonnalise, on a tendance à s'enfermer dans un confort, à tout faire au plus simple pour éviter de stresser, pour éviter de s'infliger de nouvelles choses. Et au final, c'est pas forcément la meilleure technique, c'est pas forcément la meilleure approche pour combattre ce trouble. L'idée de cette méthode, c'est de venir bousculer votre quotidien en 1, expérimentant de nouvelles choses et 2, faire découvrir de nouvelles sensations à votre corps. Si vous pouvez faire un effort physique intense au moins une fois par semaine, rien que pour montrer à votre corps que vous êtes vivant et comprendre la douleur que vous ressentez, pour se sentir dans son corps. Si vous pouvez aller courir, nager, faire du vélo, danser, même si vous ne pouvez pas faire tout ça, vous pouvez aller marcher 30 minutes pendant 1 heure. Rien que pour sentir les pas qui s'accumulent, sentir la fatigue, c'est important de se faire un peu mal dans le sens où on va sentir son corps qui s'épuise, on va sentir son corps qui résiste et on va se sentir à l'intérieur de soi. L'idée, c'est de vraiment sentir la douleur dans le bon sens du terme pour sentir le fait qu'on a un corps, on se sent dans notre corps et c'est nos propres décisions qui ont influencé cette douleur. Une autre approche, ça peut être de réveiller vos sens. L'idée, c'est d'être plus alerte, d'être plus conscient de votre environnement en mangeant épicé, par exemple, découvrir de nouveaux repas, découvrir de la nouvelle nourriture, découvrir des nouveaux légumes, des nouveaux fruits. Vous pouvez aussi écouter un autre type de musique, écouter de nouvelles playlists. Faites un maximum de choses différentes que vous n'aviez jamais expérimentées avant pour juste réveiller vos sens et vous faire découvrir des choses nouvelles, expérimenter de nouvelles choses. Donc par exemple, au restaurant, commandez quelque chose que vous ne connaissez pas, dont vous connaissez à peine le nom ou que vous n'aviez jamais goûté avant. Essayez à tout prix de bousculer le quotidien et de faire en sorte de découvrir tous les jours quelque chose de nouveau. Ça va vous aider à réveiller vos sens, à comprendre que c'est vous qui décidez ces nouvelles choses. Vous allez créer de nouveaux souvenirs et ces souvenirs vont vous aider à créer une identité. Et pour faire simple, c'est juste être curieux de chaque nouvelle chose. Chaque chose nouvelle que vous pouvez faire, c'est une nouvelle expérience et c'est donc un nouveau souvenir qui va forger une personnalité. Et donc, vous allez
plus vous construire, plus construire votre personnalité si vous essayez des choses nouvelles et si vous expérimentez des choses que vous n'aviez jamais expérimentées auparavant. Une méthode que j'ai découverte et qui fonctionne super bien, c'est le fait de s'intéresser à l'art et surtout de pratiquer l'art. Donc pour moi, l'art, c'est simplement toute activité que vous pourriez pratiquer juste pour vous exprimer, peu importe la manière. Donc vous pouvez tester plein de choses différentes comme le chant, le piano, le théâtre, la danse, la peinture. Il y a énormément de choses que vous pouvez pratiquer. Si vous voulez, vous pouvez le faire avec des gens, vous pouvez le faire que seulement vous-même. Et donc par exemple, j'ai testé plein de trucs différents. J'ai pris des cours de chant, j'ai pris une semaine de cours de théâtre, j'ai fait de la danse avec des potes, j'ai essayé la peinture. Et au final, je me suis concentré uniquement sur le piano. Donc j'avais acheté un piano. Et je pense que pendant 1 an et demi, tous les soirs, j'en ai fait. Je savais que c'était mon défouloir. Je savais que si j'allais avoir un épisode de déréalisation ou de dissociation, ou si j'avais une attaque de panique, j'avais juste à me mettre sur mon piano et j'allais tout oublier et j'allais être hypnotisé par le fait de faire du piano. Donc je pouvais rester des heures dessus, comme jouer simplement 10 minutes. Et je savais que j'avais mon piano juste à côté et que peu importe ce qui m'arrivait, même si je sentais la crise d'angoisse monter, tout ce que j'avais à faire, c'est me diriger vers mon piano et simplement m'évader, de reproduire une musique, d'apprendre une nouvelle musique. Et j'allais totalement tout oublier, ce qui se passait ce qui se passait dans ma tête, oublier toutes mes pensées, et simplement me concentrer uniquement et à 100% sur une chose, le piano. Donc l'idée, c'est de trouver votre refuge à vous. L'art, pour moi, c'est une manière d'exprimer sa créativité, d'exprimer ce qu'il y a en nous. Et si vous arrivez à trouver la manière qui vous correspond, dans ce cas-là, gardez-la et utilisez-la quand vous en avez besoin, et même juste par plaisir, si vous souhaitez vous exprimer à travers l'art. Donc un très bon exemple de ça, c'est Winston Churchill. Churchill, c'était un Premier ministre pendant la Seconde Guerre mondiale en Angleterre et il est très très connu pour être un grand dépressif. Il avait une dépression majeure qui broyait sa vie. Et donc quand on est Premier ministre pendant la Seconde Guerre mondiale, vous vous doutez qu'on a des millions de problèmes à gérer au quotidien et qu'on a très peu de temps pour dormir. Et donc quand en plus de ça on est dépressif, on a juste envie de tout arrêter, je pense. Et donc lui, sa solution, c'était de peindre. Donc même pendant la Seconde Guerre mondiale, quand tout le monde l'appelait, quand il devait répondre présent toute la journée, il trouvait un moment dans sa journée, il trouvait 30 minutes, 1 heure pour aller peindre, pour se défouler sur de la peinture. Et je trouve que c'est un super bel exemple de l'application de cette méthode où quand même tout va mal, quand vous êtes au plus bas, vous pouvez trouver 30 minutes dans votre journée pour vous défouler sur une activité qui vous plaît. Donc comme je l'ai dit, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez trouver une activité qui vous permet de vous exprimer librement et simplement créer quelque chose. Quelque chose qui me faisait super peur quand j'étais atteint de déréalisation et de dépersonnalisation, c'était de devenir stupide. J'avais super peur de perdre toutes mes capacités cognitives, de ne plus pouvoir faire de calculs, de ne plus pouvoir répondre aux questions des gens, etc. J'avais l'impression que je devenais tous les jours de plus en plus stupide. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, donc si tu deviens stupide, il faut faire quelque chose pour te prouver que tu as tort et que c'est pas vrai. Donc je suis parti acheter un Rubik's Cube à la Fnac du coin et je me suis mis au Rubik's Cube pendant quelques mois pour le faire de plus en plus rapidement. Donc j'en avais jamais fait avant, donc j'ai appris à le faire et j'ai appris à le résoudre de plus en plus rapidement. Je faisais aussi beaucoup de sudoku pour, pareil, les faire de plus en plus rapidement, des exercices de mémoire pour toujours être stimulé. Et quelque chose qui a pris une grande place dans ma vie, c'est les échecs. Donc j'ai appris à jouer aux échecs et depuis, j'y joue beaucoup en ligne. Et je voulais en fait juste me prouver. Donc quand on joue aux échecs, il y a un score, on a tous un score qui s'affiche pour savoir où on se situe dans les joueurs d'échecs. Et mon but, c'était toujours d'être meilleur pour me prouver que tous les jours, je pouvais devenir meilleur aux échecs. Et je me suis rendu compte de quelque chose de très intéressant, c'est que même si on est au bord de la crise d'angoisse, quand on est dans un épisode de dissociation ou de déréalisation, on peut avoir l'impression que l'anxiété nous rend totalement idiots et qu'on est incapable d'effectuer n'importe quelle opération. Eh bien, je continuais quand même de jouer aux échecs, juste simplement pour me distraire à la base, et je me suis aperçu que je continuais quand même de progresser. Mine de rien, je continuais de gagner mes parties, je continuais d'augmenter mon score, et je me suis aperçu que les sensations que j'avais à l'intérieur de moi, donc la sensation d'avoir une performance nulle, en fait, elle n'était pas du tout liée à la réalité. Donc les échecs étaient là pour me prouver que même si je me sentais idiot, même si je me sentais complètement incapable d'effectuer quoi que ce soit, j'allais quand même progresser et j'allais quand même faire quelque chose de positif malgré le fait que je me sente incapable de le faire.
Et donc je me suis rendu compte de ça. Je m'en suis aussi rendu compte dans des présentations orales. Donc comme je l'ai dit, j'avais beaucoup de présentations à faire, des présentations orales devant la classe. Et j'avais l'impression de faire une présentation nulle. J'avais l'impression d'être au bout de ma vie et que tout le monde le sentait. Et au final, c'était pas du tout le cas. Personne dans la salle était capable de savoir que j'étais en train de faire une crise d'angoisse pendant que je faisais ma présentation. Et au contraire, il y avait certaines personnes qui aimaient la présentation que j'étais en train de faire. Et la sensation que j'avais de cette présentation était pas du tout corrélée à la réalité. En fait, il ne faut pas du tout se fier à ce que vous sentez. Ça n'a rien à voir avec ce que vous faites dans la réalité. C'est juste une sensation. Donc il faut savoir se défaire de cette sensation et aussi même vous dire que si vous sentez ça, c'est pas du tout lié à ce qui est en train de se passer dans la réalité. Quelque chose qui peut vous aider à vous sentir mieux tout de suite, c'est les accomplissements. Quand on dépersonnalise, on a l'impression qu'il y a donc deux personnalités et surtout que la nouvelle personnalité est moins bien que la précédente parce qu'on est stressé et on envie l'ancienne personnalité qui était heureuse et moins stressée. Le fait d'avoir des accomplissements, ça peut vous prouver objectivement que vous êtes une meilleure version de vous-même et surtout que vous avez fait quelque chose de bon et que sans la déréalisation et la dépersonnalisation, vous n'auriez jamais pu le faire. Donc je vous encourage à faire quelque chose que vous n'auriez jamais pensé pouvoir faire dans votre vie et surtout à vous surpasser. Bien sûr, en fonction de vous, en fonction de vos capacités, en fonction de qui vous êtes, essayez de vous fixer un objectif. Ça peut être aller courir 5 km, ça peut être faire une balade en vélo. Et l'objectif ici, c'est de vous prouver que vous êtes capable de faire des choses qui sont plus grandes que ce que vous pensez et surtout de vous rendre fier de la personne que vous êtes aujourd'hui. Et vous allez vous rendre compte que grâce à cette dépersonnalisation, que vous le vouliez ou non, vous êtes devenu une meilleure personne et sans ça, sans cet événement dans votre vie, vous ne seriez jamais devenu la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc par exemple, j'ai énormément pris plaisir à sortir de ma zone de confort pour aller chercher des accomplissements. Et ça peut être des très petits accomplissements. Au départ, j'ai commencé la course à pied quand j'avais des troubles de déréalisation et de dépersonnalisation. J'étais incapable d'aller courir 5 km. Et un jour, je suis revenu en ayant couru ces 5 km. Et j'ai fait plus et plus et plus, jusqu'à maintenant courir plusieurs marathons. L'idée, c'est d'aller chercher des accomplissements selon vos conditions, selon vos capacités. Enfin, une méthode bonus qui m'a beaucoup aidé à sortir de la déréalisation et de la dépersonnalisation, c'est le fait de voyager. Alors, j'avais jamais visualisé ça comme étant une solution, mais quand j'étais à mon pic de la déréalisation et de la dépersonnalisation, donc à peu près au bout d'un an, j'ai un ami qui m'a pris avec lui en voyage à Barcelone. Donc on a passé une semaine là-bas. Et j'avais juste peur d'y aller et j'étais juste habitué à la déréalisation, à la dépersonnalisation. Et pour moi, ça n'allait pas changer grand-chose. Et je m'étais juste dit que j'allais faire des crises d'angoisse, mais dans un autre endroit. Et en fait, une fois sur place, je me suis rendu compte que je ne sentais plus du tout les symptômes de déréalisation et de dépersonnalisation. Le fait de voyager, ça vient briser votre quotidien, ça vient briser vos habitudes et votre confort. Et vous allez devoir découvrir une nouvelle manière de vivre dans un nouvel endroit et dans un nouvel environnement. Et on en revient au point précédent où découvrir de nouvelles choses, expérimenter de nouvelles choses, ça va créer de nouveaux souvenirs et forcément ça va forger une personnalité qui est plus forte. J'espère que vous en avez appris plus sur la déréalisation et la dépersonnalisation et si vous souffrez de ce trouble, j'espère que toutes ces méthodes vont vous aider à aller mieux dans les prochains jours pour que vous puissiez enfin quitter la déréalisation et la dépersonnalisation. Sur ce, j'espère que tout ira mieux pour vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.